Est-ce que tu as déjà acheté une action dans le secteur ferroviaire? Personnellement, ça ne m'était jamais venu à l'esprit. De prime abord, je ne me dis pas que l'investissement sera très rentable. Et pourtant, Adrien, qui est un abonné de cette chaîne, va nous faire découvrir une pépite qui s'élève de la médiocrité. Si tu es un amateur de dividendes, tu risques de l'adorer. La société ne vient certainement pas de France ni des USA, mais d'un pays un tout petit peu plus au nord, le Canada. Donc on va analyser ensemble la Canadian National Railway et bien évidemment, je t'indiquerai un prix d'achat idéal pour maximiser tes rendements. Moi c'est Max et sur cette chaîne, je t'aide à mieux comprendre les marchés boursiers. C'est parti. Alors déjà, avant même de plonger dans les chiffres, on va s'intéresser au secteur d'activité de cette entreprise. Donc la Canadian National Railway, tout comme la SNCF, ce sont de grandes compagnies ferroviaires. La principale différence, c'est que la SNCF réalise principalement du transport de passagers, là où la Canadian National Railway réalise du transport de marchandises, dans ce qu'on appelle le fret. Et donc ses principales cargaisons, ça va être des produits forestiers, des ressources naturelles, des produits agricoles, des produits chimiques et pétroliers, ou n'importe quel produit manufacturier, comme par exemple l'automobile. Et donc cette entreprise, elle possède son propre réseau de rails, et donc elle va acheminer sur 32 000 km, qui sont répartis à la fois au Canada, mais aussi aux USA, différentes marchandises. Donc par exemple, il va y avoir des bateaux remplis de conteneurs qui vont arriver au Canada et qui vont déposer différentes marchandises provenant d'Europe ou d'Asie. Et la Canadian National Railway va récupérer ces marchandises pour les acheminer au Canada et aux États-Unis. Donc elle joue vraiment en fait un rôle majeur dans l'économie de l'Amérique du Nord. Donc maintenant que tout ça est dit, on va regarder un peu plus les fondamentaux. Et comme tu le sais, moi avant même d'investir dans une entreprise, la première métrique que je regarde, ça va être son endettement. Comme je te le répète régulièrement, il est important que vous investissiez dans des entreprises qui ne sont pas endettées ou faiblement endettées, parce que ces entreprises auront moins tendance à faire faillite lorsque les conditions macroéconomiques se dégraderont. Donc du coup, pour calculer l'endettement, en gros c'est très simple. Vous prenez ici le free cash flow moyen au cours des 5 dernières années. C'est important de prendre une moyenne, car il peut y avoir des fluctuations court-termistes d'une année à l'autre. Donc là pour le coup, on est à 2,48 milliards. Ces 2,48 milliards, on va donc nous les multiplier par 5. Parce que moi ce que je souhaite, c'est que l'entreprise puisse être en mesure de rembourser sa dette en moins de 5 ans. Si elle est capable de la rembourser en moins de 5 ans, dites-vous que c'est comme si l'entreprise n'était pas endettée. Donc là, ça nous donne 12,4 milliards. On va donc vouloir que deux types de dettes soient inférieurs à ces 12,4 milliards, à la fois la dette long terme, mais aussi la dette nette. Donc pour la dette long terme, on va aller directement dans son bilan comptable, vous descendez tout en bas, tout en bas, vous descendez, voilà, total long term liabilities, on est ici à 21 milliards. Donc, on est quasiment à 1 fois 2. C'est-à-dire que l'entreprise doit mettre là, ici, probablement un peu plus de 8 ans pour rembourser sa dette long terme. Donc là, elle semble un peu endettée. Ok. Au niveau de sa dette nette, donc là, pour la calculer, c'est relativement simple. Vous faites juste la différence entre la valeur d'entreprise et la capitalisation boursière. Donc pour bien vous expliquer à quoi servent ces deux métriques, la capitalisation boursière, c'est très simple. C'est l'argent qu'il faudrait à un investisseur pour acheter toutes les actions en circulation et donc devenir l'unique propriétaire. La valeur d'entreprise, c'est la capitalisation boursière plus toute la dette de l'entreprise. Donc en gros, si un investisseur voulait racheter l'intégralité de l'entreprise et se débarrasser de toute la dette, en prenant bien sûr l'argent qu'il y a aussi dans les comptes en banque, dans ce cas-là, il aurait ici à débourser quasiment 90 milliards. Donc là, si on fait la différence, deux têtes, ça va faire 34 milliards environ, 34-35 milliards. On est toujours au-dessus de 12 milliards 4. Donc là, de prime abord, c'est pas de prime abord, c'est l'entreprise semble endettée. Après, il est important de comprendre son secteur d'activité. Comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise qui possède ses propres rails, ses propres locomotives, etc. Donc quand vous avez en fait ce genre d'entreprise, vous avez besoin de vous endetter pour avoir toujours un réseau performant. Et au final, quand je vois ici une dette long terme qui peut être remboursée, donc je vous disais, je crois que c'était en 8 années environ, on va regarder rapidement ça, entre 8 et 9 années, ce n'est pas tant que ça pour ce genre d'entreprise. Donc je me dis que l'endettement, ok, il est plus haut que la valeur que moi je recherche, mais il reste quand même tout à fait convenable pour ce secteur d'activité. Si j'avais vu ces endettements, par exemple, pour un secteur comme la tech, là, concrètement, ça serait beaucoup trop élevé. Mais pour le secteur d'activité du fret, c'est tout à fait acceptable. Maintenant, ok, ça c'est pas trop mal, on va dire, mais on va vouloir s'assurer que l'entreprise fasse des profits. Ça sert à rien d'investir dans une entreprise qui perd de l'argent ou qui réalise des profits, mais minuscules. Donc pour ça, on va déjà regarder rapidement
la marge nette. Donc la marge nette, comme vous pouvez le voir ici, qui oscille entre aux alentours des 30%. C'est plutôt pas mal. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais peut-être à une marge nette qui atteint difficilement les 10%. Donc c'est plutôt bien. Et vous pouvez voir ici une marge brute d'un peu plus de 41%. Ok. Donc là pour l'instant, c'est pas trop mal ce qu'on voit. On va regarder également les différents indicateurs de rentabilité ici qui sont le ROA, donc la rentabilité des actifs, le ROE, la rentabilité des capitaux propres, et enfin le ROIC, donc la métrique la plus importante à regarder qui est la rentabilité des capitaux investis. Donc qui prend en compte à la fois l'argent ici des capitaux propres, mais aussi tout l'argent qui est issu de la dette. Et donc ce que je souhaite moi quand j'investis dans une entreprise, c'est qu'elle ait l'ensemble de ces indicateurs supérieur à 12%. Donc là, on peut voir que pour le ROE c'est le cas, pour le ROA on est légèrement en dessous, idem pour le ROIC. Donc je suis pas forcément très fan d'investir dans les entreprises qui ont un ROIC uniquement de 9%, je préfère des entreprises qui ont un ROIC d'au minimum 15-20%. Cependant, ce ROIC de 9% garantit quand même normalement qu'il est supérieur à ce qu'on appelle le WACC. Donc en gros, ça veut dire que si le ROIC est supérieur à cet indicateur, l'entreprise génère de la valeur. En revanche, si ce ROIC était inférieur à ce WACC, ça veut dire que l'entreprise perd de la valeur. Donc là, ok, ce n'est pas des indicateurs les plus oufissimes, mais encore une fois, pour ce secteur d'activité, c'est relativement convenable. Comme je te le disais aussi dans l'introduction, l'entreprise verse un dividende à ses actionnaires. Ok, donc ce dividende, il correspond ici à un rendement de 2,2-2,3%, ce qui est plutôt pas mal, largement au-dessus d'un indice comme le S&P 500. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce que ce dividende est pérenne? Donc, est-ce que l'entreprise sera en mesure d'au moins le conserver au fil des ans? Et le mieux, c'est si elle arrive à l'augmenter d'année en année. Donc pour ça, il va falloir qu'on calcule ce qu'on appelle le payout ratio. Et moi, c'est très simple. Ce que je fais, c'est je prends le dividende payé, donc les 1,49 milliard, et je vais le diviser par le free cash flow moyen des 2,48 milliards. Ça va nous donner ici 1,49 divisé par 2,48 fois 100. On a ici 60%. Donc là, c'est supérieur à ma valeur cible. Moi, je veux un payout ratio inférieur à 50%. En revanche, 60%, c'est tout à fait OK. On n'est pas ici dans une entreprise qui va avoir beaucoup d'opportunités d'investissement. Donc, c'est tout à fait OK si elle décide d'utiliser une majeure partie de son free cash flow pour le verser à ses actionnaires sous forme de dividende. Donc là, le dividende de la Canadian National Railway semble pérenne dans le temps. On va regarder maintenant les différents indicateurs de croissance. Il est tout à fait possible de générer de l'argent et d'obtenir de bons rendements en investissant dans des entreprises en déclin. En revanche, mettez toutes les chances de votre côté et choisissez d'investir dans les entreprises qui ont toujours une croissance à la fois de leur chiffre d'affaires, de leur résultat net, mais aussi de leur free cash flow, non pas d'une année sur l'autre, comme je vous disais, parce que c'est des fluctuations court-termistes, mais d'au moins sur 5 ans. Et ce qu'on va vouloir, c'est que cette augmentation soit d'au minimum 2%, c'est-à-dire pour couvrir l'inflation. Donc déjà, si on va regarder au niveau du chiffre d'affaires, on peut voir que le chiffre d'affaires est passé de 10 milliards 48 à 11 milliards 82. Si on regarde rapidement, ça correspond à une augmentation de 12% en 5 années. Donc là, oui, on doit être aux alentours à peu près des 2% annualisés, donc tout juste l'inflation. Si on regarde le résultat net, il est passé, lui, de 2 milliards 96 à 3 milliards 95. Donc là, l'augmentation semble plus importante. Hop, on va faire le petit calcul. 96. On est ici à 33%, donc voilà, donc ça c'est bien. Ça veut dire que si le résultat net a progressé plus rapidement que le chiffre d'affaires, ça veut dire que l'entreprise a réussi à augmenter ses marges. Donc, c'est ce qu'on veut voir. C'est une entreprise qui est de plus en plus rentable dans le temps. Cependant, attention, le résultat net, méfiez-vous de cet indicateur. Il est bien à regarder, mais il est toujours important de le comparer au free cash flow parce que le résultat net, c'est une métrique que les experts comptables adorent manipuler, surtout pour réduire la base imposable. Donc c'est pour cette raison qu'il est important que vous regardiez à la fois le free cash flow et donc le free cash flow de cette entreprise. Donc je rappelle, le free cash flow, c'est l'argent entrant moins l'argent sortant. Et avec le free cash flow, l'entreprise va pouvoir réaliser 5 choses. Elle va pouvoir distribuer un dividende, rembourser sa dette, acheter ses propres actions, réinvestir en elle-même ou réaliser des acquisitions. Donc en gros, acheter d'autres entreprises. Donc ici, pour la Canadian National Railway, on est passé de 1,45 milliard à 2,65 milliards. Ok. Donc est-ce qu'on est supérieur à nos 33%? On va regarder ça tout de suite. 1,45 milliard. On est ici à 82%, donc là c'est parfait, le free cash flow a réussi à croître plus rapidement que les marges.
Donc ça, c'est vraiment nickel. Vous êtes face à une entreprise qui arrive à augmenter ses marges, donc qui est généralement signe d'un certain avantage concurrentiel. Maintenant, il va rester un dernier indicateur qu'il va falloir qu'on regarde. Et honnêtement, cet indicateur, peu d'investisseurs le regardent. Pourtant, il est primordial pour savoir si vous, en tant qu'investisseur, vous allez être dilué ou non. Donc c'est le nombre d'actions en circulation. Ce qu'on veut, c'est que ce chiffre soit stable dans le temps, ou le mieux c'est s'il est en diminution. Plus ce chiffre décroît, plus votre part, vous, dans l'entreprise augmente, donc plus vous allez récupérer une part importante des bénéfices. Ici, on est passé de 722 millions d'actions en circulation à cette année 659 millions. Donc ça, c'est parfait, l'entreprise ne vous dilue pas et rachète même ses actions. Maintenant, au niveau des indicateurs de valorisation, est-ce que actuellement ce PER que vous voyez là de 17,19 et ce PCF de 26 justifie ces perspectives futures? Honnêtement, j'en suis pas certain. Surtout, donc comme vous pouvez le voir, hein, le PER est en dessous du PCF, ce qui veut dire que les marges nettes sont supérieures aux marges sur le free cash flow. Et ça, en soi, alors, c'est pas forcément ce que j'aime voir. Je préfère quand une entreprise a des marges sur le free cash flow supérieures aux marges nettes. Mais en fait, c'est lié à quoi? Ben, c'est très simple. Si on regarde ici dans son free cash flow, vous voyez que ici, son résultat net, hop, bon, il est compris, on va dire ici, entre 3 et 4 milliards. Son cash venant des opérations, une fois qu'on a fait toutes les différentes opérations comptables ici, on voit qu'il est supérieur à ce résultat net. Donc ça, c'est excellent. Ça, c'est vraiment ce que j'aime voir. En revanche, comme l'entreprise, c'est une entreprise ferroviaire qui possède ses propres lignes de chemin de fer, qui possède ses propres terminaux, donc c'est différent, que ce soit pour stocker ses locomotives ou trier les différentes cargaisons, et qui en plus, qui doit forcément réinvestir, parce que vous ne pouvez pas vous dire, bah tiens, je mets des lignes de chemin de fer et je m'en occupe pas pendant 50 ans. Non, vous êtes obligé continuellement d'investir pour que votre réseau soit toujours au top du top. Et donc c'est pour cette raison que l'entreprise investit massivement. Là, ce que vous voyez ici, le capital expenditure, c'est les dépenses en capital. Donc ça, et comme vous le voyez, ça représente quasiment 50% de l'argent qu'elle générait. Donc c'est pour cette raison que les marges sur le free cash flow sont plus basses que les marges nettes. Moi, j'aime bien investir justement dans les entreprises qui n'ont pas tant que ça de dépenses en capital. En revanche, c'est tout à fait correct pour ce genre de secteur. Maintenant, on va déjà regarder les prévisions des analystes. Ils s'attendent, alors je ne m'attendais pas à ça, ils s'attendent à ce que le bénéfice par action passe de 5,85$ à quasiment 10$, donc ça fait quand même ici des belles augmentations supérieures à 10%. Moi honnêtement, je m'attendais peut-être à 4-5% d'augmentation. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il y a encore une forte croissance du bénéfice par action, donc ça c'est bien. Ensuite au niveau du chiffre d'affaires, donc là encore une fois, hein, je m'attendais à des croissances bien plus faibles. Les analystes s'attendent à avoir des croissances, on va pas trop se fier aux 3 dernières vu qu'il y a très peu d'analystes, mais aux alentours des 5% annualisés. Donc ce qui est plutôt pas mal. Moi je m'attendais à quoi? Aller peut-être 2-3% grand max. Donc maintenant on va utiliser notre outil pour savoir le prix d'achat maximal à payer pour que ton investissement soit rentable. Mais juste avant, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc, on va réaliser, comme à mon grande habitude, des estimations sur 10 ans parce que j'estime que c'est un bon compromis entre une période d'investissement long terme en tant que investisseur long terme axé sur la valeur et des prévisions plus ou moins exact de ce qui pourrait se passer dans le futur. Donc, encore une fois, 3 types d'estimations, des estimations plutôt pessimistes, réalistes et optimistes. Donc, au niveau de la croissance du chiffre d'affaires, on a vu que l'entreprise tablait là au cours des 2 prochaines années à une croissance autour des 5%. Mais plus les années vont passer, plus cette croissance sera compliquée à maintenir. Donc pour ma part, je vais mettre ici du 2,5, 4, 5,5. Ensuite, pour les marges nettes, on peut voir ici que les marges nettes oscille autour des 30-31%. Donc je vais mettre ici du 20, 30.5 et on dit que l'entreprise va réussir à faire mieux, du 32. Maintenant, les marges sur free cash flow, donc comme on l'a vu, elles sont un peu plus faibles que les marges nettes. On oscille autour des 20 à 22%. Donc je vais partir sur du 19, 20,5, 22. Enfin, le PER et PCF. Donc ça, c'est le PER et PCF qu'on pense que l'entreprise aura, non pas maintenant là, mais à l'issue ici de nos 10 années d'investissement. Et donc, pour savoir quel PER PCF je mets, je ne me fie jamais au PER PCF de cette année. Je pars du principe qu'un indice de référence comme le S&P 500 par exemple, c'est un PER PCF moyen de, on va dire, 16. Ce qui veut dire que les entreprises de bonne qualité méritent un PER PCF supérieur à 16, les entreprises de moins bonne qualité, un PER PCF inférieur à cette valeur. Pour savoir si l'entreprise semble de bonne qualité,
Je vais déjà regarder, est-ce qu'il y a toujours une forte croissance de son chiffre d'affaires? Bon, là, je ne vais pas te le cacher, des croissances, allez, autour des 4, 5, même 6%, c'est rien d'exceptionnel. Ensuite, est-ce qu'il y a un fort retour sur les capitaux investis qui est un signe d'un avantage concurrentiel? Bon, là, un ROIC aux alentours des 9, 9,5%, c'est rien d'exceptionnel par rapport aux entreprises que je regarde habituellement. En revanche, pour ce secteur d'activité, c'est plutôt pas mal. Donc pour ma part, je pense que la Canadian National Railway mérite un premium, pas forcément important, mais au moins un petit premium. Donc je vais partir sur du point 100, alors juste du 16, 18 et 20. 16, 18 et 20. Et pour l'instant, on va mettre uniquement 9% de rendement qui correspondent à la valeur intrinsèque de l'action. On analyse et qu'est-ce que ça nous donne? Bah voilà. Donc actuellement, si vous vous fiez aux marges nettes, mais nous on va pas se fier aux marges nettes, ça on va même pas regarder, comme je vous le disais, les marges au free cash flow sont bien plus importantes. Donc du coup, comme on peut le voir, actuellement l'action semble surévaluée. Je suis pas plus étonné que ça quand j'ai vu un PCF de 26. Même si vous pensez que les estimations ici hautes se réaliseront, dans ce cas-là, vous ne réaliseriez qu'un rendement de 7,5% si vous achetez l'entreprise aujourd'hui à 104 $. Donc personnellement, la Canadian National Railway, c'est pas une entreprise dans laquelle j'investirais parce que je suis pas quelqu'un qui est amateur de dividendes. Moi, ce que je veux, c'est investir dans des entreprises qui vont réussir à faire croître la valeur de leur action. En revanche, si vous les dividendes, c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien je trouve cette entreprise très intéressante. Cependant, comme tu le vois, elle est trop évaluée et personnellement, je ne l'achèterai pas tant qu'elle n'aura pas descendu au minimum à 70 $. Et ça, encore une fois, c'était vraiment sans nous mettre nos marges de sécurité. Si maintenant, par exemple, j'applique moi mes marges habituelles de 12, 13,5 et 15%, dans ce cas-là, hop, on voit qu'il faudrait que l'action chute entre 45 et 60 $. Donc ça fait une chute de quasiment 50%, d'un peu plus même 50% par rapport à sa valeur actuelle. Est-ce que c'est réalisable? Oui, tout est réalisable en bourse. Donc moi pour ma part, si vraiment c'est une entreprise qui vous intéressait, le seul conseil que je pourrais vous donner, c'est d'attendre qu'elle descende à des niveaux de valorisation un peu plus intéressants. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vue, j'ai analysé la meilleure entreprise française. Bien entendu, elle nous vient du secteur du luxe. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!